Bonjour à tous, bonjour à tous les parieurs, bonjour à tous les passionnés de foot et à tous ceux qui nous suivent depuis ces quelques années où nous essayons malgré tout de leur donner quelques tuyaux pour arriver à gagner les cagnottes et se faire un petit peu d'argent pour qu'on puisse enfin dire j'ai gagné de l'argent grâce au football, même si on n'est pas joueur. Eh bien, à nouveau, on se retrouve dans une émission un peu particulière avec un invité qui s'est invité pour la deuxième fois de la semaine parce qu'on l'a trouvé très bon, donc on l'a réinvité cette semaine. C'est Flavio. Bonjour Flavio. Bonjour Patrice. Alors, cette première expérience télévisuelle c'était top. Hein. C'est top. C'est pour ça que je suis là. Donc, alors, non seulement tu es fanatique de Marseille, mais je vois que tu es en orange, donc ça veut dire que tu aimes bien la Hollande aussi peut-être Non, c'est juste parce que c'est ce qu'il y avait dans mon dressing. C'est le maillot extérieur, ça. Voilà, c'est le troisième maillot. Alors Guillaume, bonjour à nouveau, toujours fidèle au poste. Toujours fidèle au poste et toujours avec des bons tuyaux. On rappellera qu'on a fait un 11 sur 14. Absolument, bravo. Maître Bon également, 11 sur 14. C'était pas facile la semaine dernière, très compliqué. Il y a deux grosses surprises. Milan AC qui a perdu contre Torino à l'extérieur et puis surtout le Real qui a fait match nul. En effet. Voilà, tu l'avais d'ailleurs. Je l'avais dit. Plus ou moins annoncé. Mais bon, raison. Moi j'avais tout bon pour les premières parties et puis après ça a été la catastrophe parce que moi c'est vrai qu'il y a eu tellement de surprises que voilà, c'est compliqué. Alors espérons que cette semaine ça ira mieux. On va essayer d'être le plus perspicace possible. Mais avant cela, ça serait quand même bien de parler de ce qui s'est passé dans cette Champions League. Invraisemblable. Flavio, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Ce qui s'est passé, c'était vraiment... surtout au niveau des équipes françaises. Sur le match de Paris hier, il était... Il y a eu Paris, mais d'abord, il y a quand même eu Marseille. Comment on peut expliquer ce qui s'est passé à Marseille, à 10 minutes de la fin, ils étaient encore qualifiés pour une Coupe d'Europe, on peut dire ça. Et puis, il paraît qu'ils n'ont pas été prévenus. C'est quoi cette histoire ? Mais prévenus, je pense pas que c'est un problème qu'ils étaient prévenus. Il y a eu une grosse erreur de coaching de la part de l'entraîneur. Les changements n'ont pas été faits convenablement, c'est-à-dire que il y a eu des changements qui ont été faits, par exemple, je prends l'exemple de Payet, on va revenir dessus, où on ne peut pas ne pas faire entrer un joueur comme Payet dans un match comme celui-ci, un match de qualification. On ne peut pas faire entrer un joueur comme Traoré, qui n'a aucune expérience dans le football. Payet, on sait que il ne court pas sur le terrain, c'est pas ce qu'on recherche chez Tudor. Mais dans un match comme ça, à un moment donné, il reste 20 minutes, tu mets Payet, puisque quand il reste 20 minutes de jeu, on ne cherche plus à ce qu'il court sur un terrain, on cherche vraiment à ce qu'il fasse une action, qui crée un jeu. Et puis qui crée une occasion pour Sanchez qui est un buteur parce que pendant tout le long du jeu il a dû retourner sur le milieu de terrain pour venir chercher le ballon parce qu'il n'a pas reçu beaucoup de ballons pendant ce match parce que c'est un buteur. Donc il manquait du Payet dans ce match, peut-être pas pendant tout le match, mais les 20 dernières minutes, je pense que s'il avait fait un changement, il avait fait rentrer Payet à un moment donné, je dis pas qu'on aurait gagné, mais les choses n'auraient pas été pareil. Mais Guillaume, enfin, quand même, on peut se dire que Marseille, les premières minutes, moi j'ai vu la première mi-temps, Marseille était le dominateur sur le terrain. Comment on peut expliquer une pareille déconfiture ? Mais c'était incroyable, le pressing qu'ils ont réussi à mener contre Tottenham. Le défenseur, il allait chercher son attaquant à 20, à 30 mètres des fois. C'était vraiment incroyable. Marseille a archi dominé. En plus, Son a quitté les siens, l'attaquant de Tottenham. Donc Marseille, de côté Tottenham, il n'y avait aucune option offensive, mis à part Harry Kane. Et en fait, ils se font surprendre sur leurs points faibles, les coups de pied arrêtés défensifs. On a quand même eu Bailly qui est sorti. Il y a Bailly qui est sorti. Et qui est un très grand défenseur là, chez nous. Moi, j'ai eu l'impression que c'était un problème physique. J'ai l'impression qu'en deuxième mi-temps, Marseille a craqué physiquement. Moi, je pense physiquement, dans la tête aussi. Je pense que celui qui fait score, on mène 1-0, on est qualifié. Peut-être un peu la trouille. Des actions qu'on ne doit pas rater à ce niveau-là. Que la Sinage, qui est une action de but, un centre, il est tout seul au deuxième poteau, il a mis au mauvais endroit. Et puis à la fin du match, il joue à la baballe au lieu de balancer le ballon devant. Il reste même pas 5 secondes et ils se font prendre le ballon en jouant à la baballe au milieu de terrain, ils prennent un contre-assassin et ils sont éliminés de toutes les coupes d'Europe parce que dans l'autre match effectivement Francfort s'est posé contre le Sporting à la surprise générale et voilà. Donc voilà, très très mauvaise nouvelle et même Paris qui on pensait a eu un match difficile. Alors Paris devait gagner ce match effectivement, mais personne ne pouvait imaginer qu'il y allait avoir un résultat invraisemblable du côté de l'équipe adverse. Oui, parce que Paris finit deuxième, on le rappelle. Alors pourquoi ils finissent deuxième ? Parce que l'autre équipe, alors on se demande même si Maccabi Haïfa n'a pas donné le match à Benfica. Ils encaissent un but, le 6e but qui donne la première place à Benfica, ils l'encaissent à la 92e minute. Alors je
justement, il y a une polémique sur cette histoire de 92e minute, parce qu'on a dit que Paris, contre la FA, n'avait pas bénéficié du temps additionnel, que l'arbitre avait sifflé à la 90e minute, pensant que le match était plié, que c'était pas la peine de continuer. Et donc Paris dit, nous on était défavorisés parce que si on avait joué 5 minutes de plus, on aurait pu marquer 1 ou 2 buts de plus. C'était ça le gros problème. Là, je pense que c'est un peu vrai. C'est un peu vrai parce que c'est vrai que quand l'arbitre a dû siffler la fin du match pour Paris contre Maccabi Haïfa, il s'imaginait pas que le match d'après entre Maccabi Haïfa et Benfica serait aussi fou. Donc oui, Paris était un petit peu... Bon, ceci dit, alors moi... Mais ils n'ont pas battu Benfica sur les 2 rencontres. Hein. Non, en plus. Il faut retenir ça. Donc ils peuvent aussi s'en prendre un peu à eux-mêmes sur les 2 rencontres aller-retour qu'ils ont eu contre les Portugais. Moi, l'impression que j'ai par rapport à Paris, c'est que Paris est arrivé sur cette Champions League en se disant, bon, on a l'effectif pour gagner, on n'a pas besoin de se presser, et ils ont géré des matchs. Effectivement, le match d'hier n'était pas bon. Il faut dire que ce qui est. Juventus est une équipe quand même assez moyenne et Paris a eu beaucoup de difficultés. Alors ceci dit, j'ai vraiment pas reconnu la Juventus. La Juventus a joué un match quand même que j'avais jamais vu jouer jusqu'à présent. Très mauvais depuis le début de saison et là c'est presque leur meilleur match. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc ils ont été surpris. En plus avec des remplaçants. On se rend compte que Paris, quand il n'y a pas Neymar par exemple au milieu de terrain, les remplaçants de Neymar, enfin ceux qui peuvent remplacer Neymar, ne sont pas à la hauteur. Je pense que c'est ça le problème. Non, ils sont pas à la hauteur. Ils sont pas à la hauteur complètement. Neymar, bon, après, pour trouver un joueur qui est à la hauteur de Neymar, faut pas oublier quand même qu'il a un talent. Neymar, il a un vrai talent. Il va chercher le ballon depuis le milieu de terrain et il te l'amène et il part avec. Et il n'y a pas de joueur aujourd'hui qui savent faire ça. Carlos Sola, il ne pourra jamais le faire, on va pas se mentir. Ça va ça. bien non plus. Donc c'est vrai que c'est compliqué de trouver un remplaçant. Après... c'est quand même étonnant parce que la Juve ne joue quasiment rien à part cette 3e place. Oui, mais je pense qu'ils n'avaient pas envie de se faire battre par Paris et puis qu'il y avait un problème de rivalité. Rabiot, n'oubliez pas que c'est un ancien Parisien, donc c'est lui qui était pour moi le meilleur joueur du match. Il ne faut pas oublier qu'on est en Ligue des Champions, donc les équipes viennent avec une certaine détermination. Ils ne viennent pas en mode c'est un championnat, que ce soit Paris, Barcelone ou Bayern, ils viennent avec une détermination, ils viennent pour gagner. Donc que ce soit avec l'équipe 2 ou l'équipe 1, ils viennent avec la même rage. Donc du coup, Paris va prendre sûrement du gros au 8e de finale. Il y a du monde, il y a du Bayern, il y a du Real, il y a du Naples. Chelsea encore ça va. Chelsea ça va. Chelsea, Porto, c'est quand même des équipes à portée. Non, c'est City surtout. City, Bayern. Alors un petit Chelsea-Paris. Non, Chelsea aujourd'hui est rentré dans le rang. Je pense que Chelsea, ils ont un niveau. Bon, de toute façon, pour gagner la Champions League, il faut battre tout le monde. Voilà. Ouais, c'est sûr. Alors c'est vrai que la Champions League, malheureusement, on se retrouve à nouveau un club en France, hein, et donc Paris, n'est peut-être pas forcément celui. On s'y attendait, mais on voudrait quand même qu'il y ait au moins plusieurs clubs. Moi, je pense que Marseille méritait d'être qualifié cette année. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah oui, complètement. Hein. Ils méritaient par rapport à ce qu'ils avaient fait l'année dernière, ce qu'ils avaient construit avec Jean Champolly l'année dernière en Ligue 1, qu'on voyait ce qu'ils avaient fait, l'équipe qu'ils avaient soudée, on va dire, et ce qu'ils avaient fait, ce qu'ils nous ont prouvé en Ligue des Champions aussi dans leur match de poule. Oui, ils avaient leur chance et puis ils méritaient aujourd'hui d'être en 8e de finale en Ligue des Champions. Alors la question qu'on se pose maintenant, c'est, sachant que la suite, ça va se faire après la Coupe du Monde, c'est qu'est-ce que les joueurs clés, comme par exemple Neymar, Messi, vont donner après une Coupe du Monde qui sera quand même un petit peu fatigante pour tout le monde, quoi. C'est ça le problème. Aujourd'hui, la saison en question est un petit peu inédite. Alors, comment analyser les choses après ? Comment voir les choses après ? C'est ça la question. Je pense que ça va beaucoup dépendre des matchs qu'on va voir en novembre et décembre. Hein. Ces matchs-là vont être décisifs. Et celui qui va gagner la Coupe du Monde, il reviendra peut-être pas avec le même état d'esprit que ceux qui sont en finale ou ceux qui ont été éliminés en poule. Donc, et en plus, ça va jouer aussi sur le fait que certains grands clubs comme Paris, avec énormément d'internationaux qui vont passer à la Coupe du Monde, et d'autres grands clubs comme Napoli n'a quasiment, très très peu de joueurs qui partent à la Coupe du Monde finalement. Donc ça va jouer aussi, je pense, sur les compétitions. Après, Haaland par exemple ne va pas jouer à la Coupe du Monde, c'est sûr qu'il va carburer jusqu'au mois de mai. Ah oui, là, je pense que même s'il jouait à la Coupe du Monde, la personne. Je sais pas qu'est-ce qu'il a. Mais là d'ailleurs, Haaland, il joue pas beaucoup. Vous avez des nouvelles ? Qu'est-ce qui se passe avec Haaland ? Il joue pas parce qu'ils sont qualifiés. Il est préserve tout ça. Ils sont en train de changer l'huile dans le robot. Pourtant, Mbappé, Messi joue alors que effectivement. Ben oui, parce qu'on s'est rendu compte que s'il n'y a pas Mbappé, s'il n'y a pas Messi ou s'il n'y a pas Neymar, Paris n'est pas Paris.
Tandis que Haaland, puis il y avait une première place à jouer en plus pour Paris, contrairement à City. Peut-être ça jouait. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi, mais Kylian Mbappé, avec son interview, a glissé une petite phrase pernicieuse qui était on ne peut pas s'empêcher de penser à la Coupe du Monde. Alors, est-ce que ça voudrait dire que quand on voit Paris jouer un petit peu sur les talons, ça veut dire que tous les joueurs aujourd'hui ont peur de se blesser, ne se livrent pas complètement à 100%? Est-ce que c'est peut-être un peu ça le problème? Ah mais oui, mais c'est clair que tous les joueurs pensent à la Coupe du Monde, c'est quand même quelque chose qui se passe tous les 4 ans, c'est pas tous les ans, donc oui, forcément ils y pensent, et puis surtout quand Mbappé a vécu ce qu'il a vécu il y a 4 ans, c'est clair qu'il a envie de revivre la même chose, avec encore surtout ça se passe au Qatar, et ça sera magique au Qatar, donc c'est clair qu'on peut pas... Il y en a qui pensent l'inverse, hein. Il y en a qui pensent que justement au Qatar... Oui, après ça c'est notre débat, c'est-à-dire qu'ils pensent que oui, c'est la politique, ça rentre dans un autre truc, mais ça sera beau, la Coupe du Monde au Qatar, ils vont mettre... Moi, je sens beaucoup à Paris, ce côté Coupe du Monde, cet effet Coupe du Monde. Ils sont vraiment dans la gestion. Oui. Mais vraiment à un point, même contre la Juve, quoi. Ils gagnent. C'est-à-dire que Paris, c'est aujourd'hui la seule équipe qui n'a pas perdu un match. Mais à chaque fois, les matchs qui ne les intéressent pas, ils les jouent à moitié pour gagner ou me faire match nul. Et ils se préparent physiquement. C'est-à-dire ils vont à un certain niveau, mais ils sont pas à 100%, ils sont à 90% pour être à 100% justement dans 2 semaines ou 3 semaines. Oui, et puis la peur de la blessure, quoi qu'il arrive, c'est vrai que quand on voit, ça peut arriver à n'importe quand finalement. Et c'est vrai qu'Mbappé, il dit, moi, je pense, on est comme tout le monde, on pense à la Coupe du Monde qui est dans 15 jours, donc on n'est pas obligé de se livrer à fond. Surtout quand il voit ses collègues en équipe de France. Giroud, par exemple, ça cartonne. Effectivement, mais bon, il y a certains qui ne la verront pas, comme Paul Pogba qui a annoncé. De toute façon, Pogba, est-ce que c'est vraiment une perte? Pogba, ça faisait des mois et des mois qu'il ne jouait pas. Pogba, aujourd'hui, moi je considère que ce n'est pas un atout majeur. Non, c'est pas un atout majeur. Alors après, évidemment, est-ce qu'un Guendouzi remplacera un Pogba? Est-ce que des joueurs comme ça vont compenser? Je pense qu'un Guendouzi, il a sa place aujourd'hui en équipe de France. Il a prouvé depuis qu'en tout cas il est arrivé à l'Olympique de Marseille. Depuis Arsenal même, hein, on avait vu cette équipe. Mais depuis en plus qu'il arrive à Marseille, on a prouvé quand même que c'est un joueur qui, que ce soit devant les petites ou les grandes équipes, savait jouer, savait mener son équipe à la victoire. Et je pense que c'est ça que Didier Deschamps recherche, c'est-à-dire un meneur de jeu. Guendouzi, c'est complètement un meneur de jeu. Hein. Tu le mets capitaine, qu'il soit capitaine ou pas, il prend ce rôle à cœur. Et je pense que oui, s'il est en équipe de France, il fera le travail. Justement, qui peut mener le jeu dans l'équipe de France, Guillaume? Qui aujourd'hui? C'est compliqué. Hein. Moi, les derniers matchs que j'ai vus de l'équipe de France, c'était pas très fluide. Et, alors c'était censé être Griezmann plus ou moins et un peu Pogba de manière reculée. Et les deux, ils sont pas en très très grande forme. L'autre, il jouera carrément pas la Coupe du Monde. Donc, Et pourquoi pas un Payet? Le minimum, c'est de jouer les matchs au moins en partie. Payet, c'est un match tous les 3 matchs. Donc, Payet, là, il est sur la... faut se le dire. Payet, il a 35 ans, attention. Il a 35 ans, il est sur la fin. Lui-même, il sait très bien de quoi il est capable. Lui, il ne demande pas plus qu'à jouer. Normalement, à 35 ans, on prend sa retraite. Hein. Regardez Gérard Piqué. Ils ont déjà prévu un avenir pour lui à Marseille. Hein. Moi, ce qui m'ennuie, si vous voulez, c'est que quand on voit la Coupe du Monde 2018, les meneurs du vestiaire, c'était qui? Pogba, c'était des gens comme ça, Matuidi, mais aujourd'hui, ils ne sont plus là. Donc, qui, aujourd'hui, va devenir... Kimpembe, c'est un meneur. Oui, il reste peut-être Kimpembe, éventuellement, voilà, peut-être. Ouais. Mais bon. Rami. Ah oui, Rami, il est plus là. Pour une autre ambiance, non, mais après, moi je pense que la France a intérêt à passer à autre chose. Une fois la Coupe du Monde finie, on commence à parler de Zidane comme entraîneur. C'est une rumeur qui commence à être... Oui, on en avait parlé la semaine dernière. Bon, pour l'instant, Deschamps est là. Bon, c'est Deschamps qui est aux commandes, donc c'est lui qui a les clés maintenant. Bon, on verra après. Pour l'instant, cette Coupe du Monde, c'est Deschamps. Voilà. Oui, exactement. Bon, messieurs les amis, on va peut-être laisser passer une petite pause, une page de publicité, et on se retrouve pour entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire cette journée qui va être passionnante pour parier. Donc je vous rappelle que c'est des dimanches à 9h55, dernier délai, pour espérer gagner une cagnotte de 500 000 €. La prochaine fois, on vous parle de ça. À tout de suite.
De retour pour la deuxième partie de notre émission pour décortiquer cette grille Loto-Foot du dimanche 6 novembre à valider avant 9h55 pour espérer gagner les 500 000 €. Donc on va s'efforcer de faire le maximum pour vous donner tous les renseignements nécessaires pour aller le plus loin possible vers cette victoire qu'on espère pour nous tous. Gagner 1 million d'euros. Non, c'est 500 000 € cette année, cette semaine. Alors, nous allons commencer par le premier match, et pas des moindres, Marseille-Lyon. Donc, on appelle ça l'Olympico. Olympico. Et un match qui arrive pas très bien pour Marseille, qui est au bord de la crise de nerfs, disons-le. Comment ça va se passer ce match, d'après vous, Guillaume ? Effectivement, on a Marseille ça commence à ressembler à un début de crise avec cette élimination de toute compétition européenne. Alors ils vont accueillir, mais effectivement, on a aussi en face un adversaire qui reprend du poil de la bête avec l'arrivée de Laurent Blanc. Et je pense qu'ils sont capables de faire mal. Alors ça va être un match spectaculaire comme ça l'est très souvent. C'est des équipes qui aiment de plus en plus s'affronter. Il y a une petite rivalité qui a jailli parce que les deux équipes ont du mal à lutter avec Paris. Et donc voilà, elles se retrouvent avec des niveaux similaires. Et Lyon ne joue pas de Coupe d'Europe. Donc Lyon sera sûrement beaucoup plus frais que Marseille pour ce match-là. Donc attention à Marseille. C'est ça, mais attention à Marseille. Ils viendront certainement avec une détermination à Marseille, j'en doute pas. Mais le moral ne sera pas là, puisque la tête, je pense, sera encore sur la défaite, parce que c'est compliqué d'oublier ce qui s'est passé 2 ou 3 jours avant. Donc, je pense qu'ils vont donner le maximum. Dans tous les cas, les supporters, ils seront là derrière eux. Ça j'en doute pas sur les supporters marseillais. Mais c'est vrai que ça va être un beau match dans tous les cas. L'Olympico, ce sont toujours des beaux matchs. Mais un peu particulier pour Marseille, qui viendront pas avec une forme... Moi, la question que je me pose très honnêtement, c'est est-ce que les joueurs ne vont pas lâcher leur entraîneur ? Je dis ça pourquoi ? Parce qu'il y a eu une telle polémique sur l'histoire de « on savait pas »,« on nous a pas dit »,« le banc savait mais les joueurs ne savaient pas », que même l'entraîneur avait l'air de dire « oui, je leur ai dit de faire ci, mais ils ont pas fait ça ». Est-ce que ces joueurs-là ne vont pas lâcher l'entraîneur ? C'est ça ma question. Moi. Lâcher l'entraîneur par rapport à quoi ? C'est-à-dire perdre le match, tout simplement. Ne pas donner tout ce qu'ils ont à donner pour aller gagner ce match. Mais je me suis même posé cette question en fin de match dans la rencontre contre Tottenham, si ça n'a pas été fait exprès, le but qu'ils ont pris dans les dernières minutes, si ça n'a pas été fait exprès à un moment donné pour justement... Moi, je pense pas par rapport à l'attitude de Tudor sur la dernière action où il est carrément sur le terrain en train de donner des consignes. Non, je parle plus au niveau des joueurs. Si ça n'a pas été fait exprès de leur part. D'accord. Exprès, peut-être pas, mais bon, on voit qu'ils ne se sont pas donnés pour aller chercher le ballon. On a quand même vu, il est parti tout seul. Il n'y a personne qui allait le chercher. Il marche en revenant. Il marche en revenant. C'est dans un match de qualification, on ne peut pas faire ça. Donc c'est vrai que je me pose la question, est-ce que... De toute façon, on peut dire une chose, c'est que si Marseille perd ce match, Tudor saute. Oui, d'accord. Mais je pensais déjà qu'il allait sauter après le match avec des champions. Je pense qu'ils vont lui laisser Lyon et Monaco, parce que c'est vrai qu'on compte Lyon et après Monaco. Je pense qu'ils vont lui laisser Lyon. Si on gagne contre Lyon, ils vont lui laisser Monaco. En fait, ça dépend de ces deux matchs. Je pense que c'est sur ces deux matchs-là que ça se joue, en fait, sa place à Marseille. Moi, je pense aussi qu'à Marseille, il y a l'entraîneur, mais il y a aussi le public. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas non plus permettre de faire des matchs vraiment catastrophiques, parce que sinon ils se font allumer et puis ça finit souvent mal. Hein. Les supporters marseillais sont capables de s'immiscer dans votre vie privée. Pour l'instant, les supporters sont avec l'équipe, ils sont calmes. Je pense qu'ils attendent juste ce match, justement, l'Olympico, qui reste un match important, un peu comme le Classico. Et en face, il y a quand même Lyon, qui effectivement arrive avec un nouvel entraîneur, une nouvelle manière de jouer. On l'avait dit sur cette émission que l'arrivée de Laurent Blanc a probablement été un plus pour Lyon. Donc est-ce que... En tout cas, je pense que ça va être un beau match, parce que les deux équipes vont se livrer une fois de plus, et peut-être qu'effectivement la fraîcheur va payer. Peut-être Guillaume. Ah oui, en plus on l'a vu qu'ils ont râlé sur le match de Tottenham, les joueurs quand ils reviennent en défense, c'est un trop de silence, c'est pas en courant. Et, à ce stade-là, c'est assez embêtant. Et puis de l'autre côté, Lyon, j'ai senti une énergie vraiment importante contre le match de Lille. C'était un match extrêmement serré. Lille dominait le match. Et à 0-0, ça discutait beaucoup avec les adjoints. Ils ont fait du bon coaching et ça a été déterminant parce qu'ils l'ont emporté 1-0 grâce à un but de Lacazette. Donc,
Je répète, attention à Marseille. C'est ça, hein, attention. Alors, nous allons passer donc au match suivant, qui va être aussi, à mon avis, un très très beau match. Lille-Rennes, le 7e contre le 3e. Match passionnant parce que c'est deux équipes qui marchent bien. Lille qui vient de battre Monaco, bon voilà, et puis Rennes que rien n'arrête non plus. Donc ça va être compliqué peut-être à pronostiquer, Flavio. Ça va être compliqué à pronostiquer. Après Lille, ils sont capables de beaucoup de choses. Hein. Les Lillois, on les connaît. Devant les grandes équipes, ils savent faire plein de choses. Après, c'est vrai que Rennes en ce moment, ils sont en forme, ils sont là. Donc c'est vrai que ça sera en tout cas un beau match. Lille-Rennes, ça sera vraiment un beau match. Moi, j'ai peur de l'aspect physique parce que Lille ne joue pas de Coupe d'Europe, ce qui n'est pas le cas de Rennes, donc ils se déplacent au stade de l'Ascom Métropole. Et je pense que là, on est sur une longue série de matchs là, qui s'achèvent avant la Coupe du Monde. Est-ce que physiquement, ils seront au point pour affronter un Lille à l'extérieur? Je ne sais pas. Donc, j'ai mis quelques doutes. Alors, qu'est-ce qui fait la force de Rennes, d'après toi? Il y a pas mal de joueurs exceptionnels. Martin Terrier, qu'on commence à parler de lui en équipe de France. Lovro Madjer, qui est quand même pas trop mal. Ils ont leur petit Beckham Bourigeaud, là, qui donne des petites galettes bretonnes à ses coéquipiers. Donc c'est quand même une équipe assez solide en termes d'effectifs, hein, moi je le trouve. Et puis l'entraîneur, enfin il y a beaucoup de choses. Et c'est plus le Rennes qu'on avait connu à l'époque. Rennes, voilà, dès qu'il gagnait un match, ça s'enflammait. Et puis le match d'après, c'était sûr qu'il perdait. Et là, on est une équipe un peu plus constante. Là, quand même, Rennes, ils enchaînent. On peut quand même craindre une certaine usure, peut-être, face à des Lillois qui, on le rappelle, perdent rarement à domicile, quand même. Hein. Qu'est-ce que tu en penses, Flavio? Ah oui, mais ils perdent rarement à domicile, les Lillois, puisque... Ils ont aussi un public derrière eux. Hein, les Lillois. Ils ont un beau public. Les dogs. Ouais, c'est ça, ils ont un super public. Et puis, comme je disais tout à l'heure, là, non, devant les grandes équipes, ils savent faire le travail. Et donc, c'est vrai que c'est pas évident de venir, surtout en plus chez eux, de gagner. Ça va pas être un match facile, surtout qu'en plus, Rennes, ils sortent du coup d'une Coupe d'Europe, là. Donc, ils n'auront pas la même énergie que les Lillois qui sont tout frais et qui attendent ce match-là depuis une semaine du coup. Voilà. Et puis les Lillois avaient mal commencé le championnat. Je crois que maintenant, ils ont commencé à trouver une bonne carburation et peut-être que c'est ça qui va faire la différence parce qu'ils sont peut-être 5e actuellement. Je crois que c'est ça, 7e. Et il y a encore pas mal de points à gagner. Donc c'est une équipe qui risque de faire parler d'elle avant la fin du championnat, Guillaume. Bah oui, en plus on a vu le match qu'ils ont fait contre Lyon qui est vraiment un bon match malgré la défaite, donc assez encourageant. Certains joueurs qu'on attendait qui n'ont pas répondu présent, Mohamed Bayo, ils ont su lui retrouver un remplacement avec Timothy Weah, le petit jeune qui commence à monter. Donc ils ont une équipe qui se construit. Ex-PSG, pardon. Timothy Weah, ex-PSG comme son père, voilà. Ex-PSG aussi, actuellement président du Liberia. Et puis d'autres bons joueurs, Chevalier, jeune gardien qui fait des prouesses dans les camps. Donc non, c'est un alliage entre anciens, nouveaux, un peu de stabilité des joueurs comme Bamba qui sont là depuis des années, qui jouent à un top niveau. Les Gomez, les André et les Gomez au milieu. Donc on a André, on a Gomez et on a André Gomez. On a la totale. Ok, bonne équipe Lille. Moi j'aime bien. Match suivant. Toulouse-Monaco. Alors là, évidemment, on arrive dans un autre style de confrontation. Monaco, qui continue un petit peu sa série de matchs irréguliers. Un coup ça va, un coup ça va pas. Battu par Lille, vainqueur d'Angers. Et puis en face, il y a Toulouse, qui est, alors là, pour le coup, une équipe qui vient de Ligue 2, c'est vrai, et qui essaye, tant bien que mal, de glaner un point par-ci, un point par-là. Donc, un match compliqué à pronostiquer, je pense, non? Ah oui, assez compliqué. Surtout que Toulouse est vraiment, parmi tous les promis, c'est vraiment le plus solide d'assez loin. Leur jeu est structuré. Non, c'est vraiment une équipe assez costaud. Et Monaco qui a des individualités, effectivement, Ben Yedder, Mbolo en attaque. Et d'autres joueurs qui sont un peu sur courant alternatif, Voland, Golovin qui marque encore un beau but le week-end dernier. Donc ils sont capables du meilleur comme du pire, Monaco. Et bon, ils sont quand même assez bons à l'extérieur. Donc c'est ça que j'allais dire. De manière générale, c'est historique. Monaco, bon, vous connaissez le public de Monaco, donc ils sont beaucoup plus à l'aise dans les stades extérieurs par rapport à d'autres équipes. Donc attention quand même. Flavio, une question quand même. Qu'est-ce qui manque à Monaco pour intégrer le top 3? Un autre entraîneur, un peu plus de volonté, une meilleure rigueur? Qu'est-ce qui manque à Monaco? Déjà des supporters aussi, c'est important, parce qu'ils n'ont pas les meilleurs supporters. Et une rigueur. Une rigueur, parce que c'est vrai, ils sont pas très réguliers, surtout chez eux à domicile.
on les reconnaît pas. C'est surtout à l'extérieur qu'ils arrivent à faire de beaux matchs. Mais c'est vrai qu'à domicile, c'est pas souvent le Monaco qu'on attend. Alors que normalement, c'est à domicile que ça devrait aller. Donc, une rigueur. Donc, je pense qu'il leur manque. Donc, en fait, le problème de Monaco, c'est qu'ils ont les joueurs, mais ils n'ont pas la formule. Et à chaque année, on dit ça. À chaque année, on retrouve les mêmes problèmes. Et finalement, c'est au bout du milieu de championnat que finalement, ils se mettent à jouer de façon plus régulière. Donc c'est vrai que là, pour l'instant, en tant que parieur, ça va être compliqué de sortir quelque chose là-dessus. Ah, tout à fait. On peut faire des paris en fin de saison en général, parce qu'ils sont sur des séries de victoires. Là, c'est pas encore la fin de saison, donc on sait pas trop encore. Et souvent, ils finissent pas 3e, mais ils sont rarement très loin. Ils ont fini d'ailleurs 3e, il me semble, l'année dernière. Oui. Alors ça n'a pas suffi à aller en Ligue des Champions parce qu'il y a un tour préliminaire, mais en fait, c'est des marathoniens. Voilà, c'est des marathoniens. Donc contre Toulouse, c'est à la fin qu'ils sprintent. Voilà. Okay. Bon, des équipes du Sud, on verra. Bon, très bien. Mais bon, on va passer au troisième match de cette grille qui s'appelle donc Reims-Nantes. Alors là, Reims-Nantes, ça va être encore un problème parce qu'on a deux équipes qui, effectivement, l'année dernière avaient bien marché. Cette année, c'est un peu plus compliqué avec un Reims 13e et un Nantes 15e. Un Nantes qui vient cette semaine de briller en Coupe d'Europe. Donc visiblement, l'équipe a réussi à se retrouver après un passage compliqué. On sent que la Coupe de France leur était restée un peu dans le gosier, que le discours de Camboiré passait moins bien. Finalement, on retrouve le Nantes qu'on avait l'année dernière de plus en plus. Donc, que dire de ce match contre Reims, Flavio? Ils sont un peu particuliers puisque c'est quand même deux équipes en ce moment qui... Nantes, ça va, ils se sont débrouillés en Coupe d'Europe, si je ne me trompe pas. Ils ont quand même fait des résultats. Mais ça va être un match particulier parce que ce sont deux équipes qui, comme on peut le voir au classement, c'est pas trop ça en ce moment. Donc c'est vrai que ce match-là, bon, j'ai pas trop de commentaires à dire dessus parce que il sera particulier. C'est vrai qu'il sera particulier parce que voilà, ce sont deux équipes. Moi j'ai une question par rapport à Reims, Guillaume, c'est que Reims, voilà une équipe qui effectivement, à chaque fois qu'on parle de Reims, c'est l'équipe bof par définition, qui fait des matchs bof. Et pourtant, ils arrivent à faire nul contre le PSG, nul contre Lyon, qui sont quand même des grosses équipes, battre Auxerre, faire nul contre Lorient. Donc je veux dire, on dirait que c'est une équipe rugueuse qui n'a pas de créativité, mais qui est dure à jouer. Elle est dure à jouer. C'est vrai que chaque équipe qui vient à Reims, à Auguste Delaune, a beaucoup de mal. Raymond Kopa, pardon, ça change de nom. C'est un match qui ressemble quand même un peu à un match bof malgré tout, même si c'est deux équipes pas si mal que ça. Elles ont un seul point d'écart. Je pense pas qu'elles espèrent jouer vraiment la Coupe d'Europe cette année. Quand je regardais le classement, il n'y a pas tellement plus d'enjeux que ça, que ce soit Reims. Même si Reims gagne ou Nantes gagne, il n'y a pas plus d'enjeux que ça au niveau du classement. Donc c'est vrai que c'est pour ça que je dis que ça sera un match particulier, ça sera un match bof. Ça risque d'être un match bof. Et Nantes a perdu en plus des plumes. Je voyais peut-être Nantes un peu supérieur, mais ils ont perdu des plumes en Coupe d'Europe, je pense. Et est-ce que Reims va pas se satisfaire d'un match nul s'il se présente à eux? C'est ça. On peut se poser la question. En tout cas, ça va être un match effectivement assez compliqué à pronostiquer. On verra vos pronostics tout à l'heure, messieurs. Donc on va passer tout de suite au prochain match. Encore un match particulier, puisqu'il s'agit de Nice-Brest. Le 10e contre le 18e. Alors, là encore, Nice, pour moi, point d'interrogation cette année. Une équipe très inconstante, qui alterne le chaud, le froid. Alors, ils ont gagné contre Lorient, c'est vrai. Est-ce que ce sera un déclic? Est-ce que les Laborde, les Attal, les Pépé se décideront enfin à nous donner le meilleur d'eux-mêmes? Là encore, c'est un problème qui est difficile à résoudre, Flavio. C'est ça. Après, je pense que ce match, Nice va. Je pense que Nice peut faire quelque chose. Nice peut faire quelque chose parce que Nice, ils ont quand même les capacités devant Brest voilà, ils jouent contre Brest. Donc bon, s'ils vont pas avoir trop de matchs, je pense à pouvoir réaliser quelque chose de beau. Oui, mais attention, après, Brest vient changer d'entraîneur et on se rend compte que Brest commence à reprendre des couleurs. Oui, ils ont changé d'entraîneur, mais après les joueurs n'ont pas changé. L'entraîneur, il donne, comme je dis, il donne des consignes, il donne des règles, il donne des consignes, mais après, si tu n'as pas les joueurs derrière, tu as beau avoir le meilleur entraîneur, c'est bien, mais il faut avoir aussi les joueurs. Donc oui, ils ont changé d'entraîneur, mais contre Nice, en tout cas, je ne sais pas si ça va changer grand-chose. Guillaume, tonnerre de Brest ou pas tonnerre de Brest? Brest, c'est une équipe, je me méfie d'eux, parce que quand effectivement les planètes sont alignées, tous leurs joueurs sont à 100%, c'est une équipe qui peut battre pas mal de gens.
Est-ce que ça va être le cas? Je sais pas, parce que Nice, les réglages commencent à être de plus en plus fins. C'est une équipe en plus qui a battu Lorient la semaine dernière. Effectivement, pour moi, ça peut être un déclic ce match-là, parce que Lorient était dans les premières places. Là, Nice sont dans une position où là, s'ils n'accélèrent pas au niveau des résultats, ça va être compliqué d'aller chercher une Coupe d'Europe. Et je pense que c'était l'objectif en début de saison. Donc ça va être un match intéressant, mais un avantage à Nice quand même pour moi, parce qu'ils jouent à domicile. Oui. Selon moi. Bon. Eh bien, on va voir ça. Donc, on va quitter le territoire français pour se retrouver en Italie et retrouver nos amis de la Juventus qui vont jouer contre l'Inter de Milan. Alors voilà, la Juventus, moi, franchement, qui aurait cru que les joueurs de la Juventus allaient jouer un tel match contre le PSG? Enfin, sûrement pas moi, hein, puisque au début de la saison, on avait dit, ouais, la Juventus, c'est moribond, c'est pas terrible. Et puis voilà, donc on les retrouve, alors que ils n'avaient plus rien à gagner contre ce match, eh bien, ils ont fait un match fabuleux. Donc, est-ce que ça veut dire qu'ils sont capables d'aller embêter l'Inter de Milan, Guillaume? Pour moi, ça va être un match ultra tactique là. Vu les entraîneurs qui sont en face, avec Allegri notamment, il va bétonner, il va vraiment bétonner. Même s'il est à domicile, il va pas se gêner. Et à la limite, un match nul, ce serait pas si mauvais compte tenu de la situation à la Juve. Bon, je sens qu'il a pas beaucoup de pression, monsieur Allegri, parce que s'il se fait licencier, il va recevoir un beau chèque. Donc, oui, c'est ça. Donc j'ai l'impression qu'il fait un peu le minimum. Voilà. Et puis l'Inter, très très bonne équipe, mais qui aime pas non plus faire le jeu. Attention, c'est une équipe qui aime bien. Je pense au match contre Barcelone où ils devaient juste faire un match nul. C'est le genre de choses qu'ils aiment bien faire. Donc attention, moi je vois pas une victoire si facile que ça pour l'Inter. Voilà. Mais moi je dis quand même, c'est quand même la 7e contre la 6e avec 2 points d'écart. Donc nul, je pense pas que les deux équipes viendront faire un nul. Il y aura forcément un gagnant, ça c'est sûr, puisque l'un va passer devant l'autre. Dans tous les cas, s'il y a un gagnant. Donc, franchement, ça sera un beau match. Hein. Ça sera un beau match, en tout cas. Parce que on va dire avec une certaine détermination. De toute façon, les deux équipes sont logées à la même enseigne. Juve, ils viennent d'être battus par le PSG. Inter de Milan, ils ont été battus par le Bayern. Sauf qu'ils sont qualifiés quand même. Oui, ils sont qualifiés, c'est vrai. Bon, ceci dit, l'Inter de Milan a aujourd'hui montré plus de choses que la Juve. Oui, tout à fait. Mais la Juventus a montré hier quand même qu'ils savaient faire un beau jeu. C'est clair. Donc, c'est vrai que... Oui. Et attention aux jeunes à la Juve, parce que effectivement, Di Maria ou certains autres, Pogba, etc., Bonucci, c'est des vieux, effectivement, ils sont peut-être plus au niveau qu'on les attendait, mais les jeunes là qui sont rentrés, attention, il y a des pépites à mon avis dans le tas. Hein. Oui, parce que c'est vrai qu'on a constaté que la Juve, ils avaient vraiment un réservoir assez fort. Et c'est vrai que quand on voit l'équipe jouer contre Paris, ils ont joué sans véritablement de problème, et ils auraient très bien pu effectivement gagner cette équipe. Il n'y a aucun crack dans cette équipe qu'on regarde. Il n'y a aucun crack. Il n'y a aucun crack. Ouais, donc, le seul qui faisait vraiment la différence, c'était Rabiot. Hein. Parce que Rabiot, il apportait véritablement un souffle au milieu de terrain que nous, les Parisiens n'ont pas réussi à amener, malgré un effectif quand même assez pléthorique. C'est ça qu'il faut se... Et puis surtout, on se rend compte d'une chose, c'est que Juve a joué vraiment avec intensité. Ils ont gagné quasiment tous leurs duels. Et peut-être que c'est ça qui manque aujourd'hui à Paris. Fabio. Oui, c'est ce qui manque à Paris, hein, je pense. Hein, c'est-à-dire avoir... si Paris pouvait avoir le bon que la Juventus du coup nous a montré hier, mais je pense qu'ils iraient plus loin, parce qu'aujourd'hui Paris, ils n'ont pas forcément un beau banc, et qui fait que donc du coup ce sont les mêmes joueurs qui jouent à répétition, et donc ils ne peuvent pas se reposer, donc du coup ils ne peuvent pas tenir toute une saison entière en jouant la Ligue 1, la Ligue des Champions, la Coupe de France, la Coupe de la Ligue et la Coupe du Monde bientôt. Donc du coup c'est vrai que s'il va avoir une deuxième équipe comme la Juventus, je pense qu'ils iraient un petit peu plus loin. Donc, Juventus, Inter de Milan, wait and see. Match intéressant, à mon avis, qui mérite d'être regardé pour le suspense, au moins. On va franchir la Manche, et on va se retrouver derrière le Chanel, avec un match très appétissant, très enivrant, hein, on va dire ça. C'est Tottenham contre Liverpool. Ben voilà, un Tottenham qui a fait mal à Marseille, hein, qui a allumé le feu, qui couvre en ce moment à Marseille, qui va jouer contre un Liverpool qui n'est pas au mieux, disons-le, hein, qui est 9e, et qui donc, cette année, n'est pas l'équipe de Liverpool qu'on avait l'habitude de voir sur les terrains. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont se réveiller? Est-ce que ça va être le match décisif? Guillaume? Moi, le match que j'ai vu de Tottenham en milieu de semaine, là, c'est vraiment inquiétant pour moi, parce qu'ils n'ont pas vraiment développé un jeu intéressant. Ils ont perdu en plus Son, donc en fait ils se retrouvent donc comme seul attaquant. Il est vraiment blessé, Son. On attend les examens complémentaires, mais il risque d'être. Parce que c'est un coup à la tête qu'il a pris.
Non, la tête, mais c'est l'épaule qui a... Ah, c'est l'épaule. Il a un problème à l'épaule. Ah oui, d'accord, ok. Apparemment. Ouais. Donc, bon... Affaire à suivre. En tout cas, il est sorti, ce qui est pas bon signe quand même. Pas bon signe. Et ça avait déjà pas mal d'absents, je me souviens. Et puis même si c'est commotion cérébrale, pas sûr qu'il puisse jouer, parce qu'il y a des tests à faire. Voilà. Donc on attend quand même davantage d'informations, mais au niveau du jeu, c'est même au-delà du match contre Marseille, vous regardez les 5 matchs d'avant de Tottenham, c'est pas extraordinaire. Hein. C'était pas le Tottenham qu'on connaît. Avec tous ces grands joueurs en première ligue. Voilà. Romero est absent aussi. Et absent, Romero absent, Kulusevski probablement absent aussi. Donc voilà, beaucoup d'absents côté Tottenham. Bon, ils se sont qualifiés, mais ils ont quand même couru mercredi. Liverpool, il y a beaucoup moins d'enjeux pour le match de Coupe d'Europe. Ils ont une équipe effectivement qui n'a pas su faire la différence sur les gros matchs. Bon, c'est une nouvelle occasion. Donc... un match charnière pour moi, pour Liverpool, qui sera très intéressant à regarder. Alors, il y a une petite stat qui existe qui dit que Liverpool ne perd jamais contre Tottenham. Est-ce que c'est un signe? Alors, que ça... C'est qu'historiquement, Tottenham n'est pas une grande équipe d'Angleterre, si vous regardez sur les 100 dernières années. Donc, ça joue les stats. Il faudrait peut-être regarder sur les résultats sur les 3-4 dernières années, peut-être vous vous rendrez compte qu'il y a des matchs nuls contre Liverpool. Donc, alors, juste un truc, c'est vrai que Liverpool, même s'ils sont classés 9e, ils montent quand même en puissance. On constate quand même que Salah, Nunez, Firmino commencent à mieux se trouver. On retrouve leur Haaland l'année dernière, tout simplement. Donc effectivement, Tottenham, Liverpool, moi en tout cas, je pense que ça va être un match compliqué. Ça va être un match compliqué. Surtout, si je ne me trompe pas, c'est Sané qui a quitté... Mané. Ouais, Mané plutôt, ouais. Désolé, Sané, Mané qui a quitté Liverpool. Donc c'est vrai que ça va être... Je pense que c'est depuis ce départ que c'est un petit peu plus compliqué pour eux, puisqu'ils avaient vraiment un joueur, une pépite entre leurs mains. Et donc, franchement... je sais pas pourquoi d'ailleurs ils l'ont laissé partir. J'ai pas compris parce que même des fois je regarde des matchs, je me dis mais pourquoi il fait pas il est pas là. C'est ça. C'est vrai, on a eu tellement l'habitude et c'était vraiment le pendant. Exactement. C'est un parfait équilibre avec Mohamed Salah. Ah oui, c'est clair. Et Firmino, voilà, entre les deux, je trouve que le trident d'attaque était extraordinaire. Ils ont cassé ça. Les 3 parties, il fallait t'inquiéter. Voilà, et puis techniquement, c'est des cracks quoi. C'était ça qui est impressionnant. Un être vous manque et tout est dépeuplé. Bah, moi, et puis même l'attitude de Sadio Mané, voilà quoi, c'est un exemple, je pense, pour certains joueurs par rapport à tous les joueurs. Mohamed Salah qui est un peu plus égoïste. Voilà, pour la vie de groupe, la vie collective, c'est mieux d'avoir 11 Sadio Mané que 11 Mohamed Salah, selon moi. C'est clair. Messieurs, je vous invite à passer au match suivant. Donc, le match suivant, c'est tout simplement Aston Villa contre Manchester United. Alors encore un match un peu particulier, puisque apparemment inégal sur le papier. On a un Aston Villa qui est 16e, on a un Man U qui est 5e. Et puis pour Aston Villa, il faut partir à 0, puisque en fait, la défaite contre Fulham a fait sauter Steven Gerrard, qui a été évincé. Et donc, après, il y a eu Newcastle 4-0, donc une équipe qui est un petit peu dans la difficulté. Et puis il y a Man U qui alterne encore une fois le bon, le moins bon. Un coup il y a Ronaldo, un coup il n'y a pas Ronaldo. Donc voilà, écoute, il y a pas mal de choses à dire sur ce match. Je vais commencer par Guillaume. Après, je trouve qu'ils sont globalement dans une bonne dynamique. Ils ont gagné pas mal de leur dernier match. Donc c'est pour ça qui me ferait dire qu'ils ont un avantage face à Aston Villa, qui est l'équipe qui se reconstruit parce que ça n'avait pas marché avec Steven Gerrard. Donc il y a Emery qui arrive, effectivement. Bon, on est habitué des remontadas contre une équipe qui est habituée à faire des remontadas. Attention, on va peut-être avoir un match spectaculaire, qui sait. Mais voilà, Manu, pour moi, le classement parle de lui-même. Ils ont quand même un sacré avantage sur ce match-là. Ouais, même si Aston Villa, c'est quand même une équipe qu'il faut se méfier, parce que il faut se méfier d'Aston Villa. Ils ont prouvé plusieurs fois que devant des grandes équipes, ils savaient faire un match complémentaire. Mais en revanche, on a Manchester United quand même. Bon, ça reste Manchester United, où c'est-à-dire que ce genre de match, ils savent quoi faire, et je pense que franchement, ça va être un beau match, puisqu'on a Aston Villa qui sait jouer devant les grandes équipes, et on a Manchester United qui a un beau jeu, et voilà. Moi, j'ai beaucoup de mal à pronostiquer des matchs avec Man U, parce qu'on a toujours beaucoup d'absences. Il y a Varane qui est absent. Martial, est-ce que c'est vraiment une pépite? Je crois que c'est plus vraiment ça. Alors,
je pense que l'entraîneur il aura beaucoup de difficultés. Eric Ten Hag, c'est ça. Quand il a un Ronaldo sur la touche qui ne joue pas, qui fait la tête un peu comme Payet. Enfin, Payet ne fait pas la tête, mais c'est un peu le Payet de Man U. À quel moment on le met, à quel moment on le met pas. C'est ça qui pose problème, à mon avis, dans cette équipe. Moi, j'ai la sensation que le problème est en train de se régler petit à petit parce que Ronaldo, il faisait le fort au début et puis là, il s'est rendu compte peut-être que ses coéquipiers n'étaient pas d'accord avec lui et que finalement, jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas de club à qui il est promis. Donc, il est obligé de rester à Manchester United et de jouer comme n'importe quel joueur lambda. Donc, ça me rappelle un peu la situation avec Neymar. Hein. Voilà, et au final, qu'est-ce qui se passe? C'est que finalement, Eric Ten Hag gagne en légitimité de cette manière-là. Donc, j'ai beaucoup de confiance en cet entraîneur par rapport à ce qu'il a fait à l'Ajax et je pense qu'en lui laissant du temps, alors ce sera peut-être pas cette saison, mais peut-être dès la saison prochaine, pour moi, Manchester sera peut-être en mesure de disputer le titre. Bon, on va passer au prochain match. Un match un peu particulier aussi, puisqu'on a Southampton 17e qui va jouer contre Newcastle qui est 4e. Alors évidemment Southampton est un peu dans le dur, hein. Je pense qu'il y a un petit mieux sur le plan des résultats, mais enfin c'est quand même un peu compliqué. Et puis il y a Newcastle qui a des capacités financières qu'on connaît, hein, qui est en train de se reconstruire quelque chose de pas mal, et ça commence à payer d'ailleurs puisqu'ils sont 4e, donc ça veut dire que ça commence à marcher, ils ont remporté leurs 5 derniers matchs, donc voilà. Et puis voilà, et puis il y a Saint-Maximin qui revient. Enfin, tout va bien pour Newcastle. Alors, qu'est-ce que les pauvres Southampton peuvent faire contre cette équipe de Newcastle, Fabio? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Je pense qu'ils doivent se battre. Hein. Ils devront se battre. Parce que c'est vrai que Newcastle, en ce moment, c'est une bonne équipe. Ils sont en train de se reconstruire. Ils ont acheté pas mal de joueurs pendant le dernier mercato. Ouais. Parce qu'ils ont eu les sous. Dommage que d'ailleurs Toven n'est pas arrivé pendant ce mercato. Il aurait joué un petit peu plus parce qu'à l'époque il a fait du banc. Donc qu'est-ce qu'ils pourront faire? Je sais pas. Je pense pas grand chose. Hein. Ils vont se battre et puis on verra. Après c'est les Saints. Hein. Logiquement ils vont prier déjà pour commencer et espérer quelque chose. Non. Alors Southampton, attention, ils avaient fait un petit résultat contre Arsenal. Voilà, ils avaient fait le match nul, donc ce qui peut faire 0 par ailleurs. Attention, c'est peut-être la grosse cote qu'il faut jouer. Mais Newcastle, je les trouve vraiment pas mal, quoi. Vraiment pas mal. Et collectivement, quoi. C'est pas vraiment un joueur que j'arrive à sortir du lot. Tous les transferts qu'ils ont fait, ils ont été globalement tous payants. Et des joueurs en plus. Alors il y a des joueurs qu'on ne voyait pas avant, comme Almiron, donc un joueur paraguayen. Qui marque but sur but en ce moment, alors qu'il était vraiment un peu anonyme dans le championnat anglais ces derniers temps. Donc, non, c'est une équipe qui est tellement en forme qu'ils vont l'emporter, selon moi. C'est vrai qu'on a l'habitude de dire que le championnat anglais est particulier, puisqu'il y a beaucoup de surprises souvent. Oui. Et c'est vrai que Southampton, de même qu'ils ont été capables de faire un nul contre Arsenal, chez eux, peut-être qu'ils peuvent faire effectivement un résultat. Donc attention, amis parieurs, attention. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que rien n'est jamais joué dans un championnat comme celui d'Angleterre. Dans le foot, hein, tout simplement. Dans le foot en général, effectivement. On l'a vu la semaine dernière avec Milan et Real, d'ailleurs. C'est ça. Alors permettez-nous de refaire un petit passage en France, puisqu'il y a le fameux match Clermont-Montpellier qu'on nous propose comme match suivant. Excuse-moi, je peux me permettre, j'aimerais bien avoir l'empreinte carbone quand même. Là. Parce que tu pars en coin en Italie, tu vas en Angleterre, tu reviens en France. On voyage. C'est ça qui fait le charme de cette émission. C'est qu'à la fois c'est une émission qui visite le football, mais en même temps qui nous fait voyager dans l'Europe entière. C'est vrai, on apprend les grandes villes. Et puis surtout, on va à Clermont, qui est une belle ville aussi, n'oublions pas. Montpellier, pareil. Donc, le 9e contre le 14e. Voilà un beau match bof. Voilà un match qui inspire la fraîcheur et le talent. N'est-ce pas? Ça commence à ressembler à un match bof. Ouais, ça sera un match en plus. Ça sent la campagne. C'est-à-dire que c'est des équipes qui sont obligées de se rencontrer. Donc, le match va se jouer, mais sans plus. Hein. Quand on parle de Clermont-Montpellier, c'est vrai que ça n'inspire pas grand-chose, mais pourtant, il faut en parler. Parce que Clermont, c'est quand même une équipe qui est 9e. Hein, encore une fois, je le dis toutes les semaines, mais Clermont, c'est une équipe qui se maintient, qui tient la dragée haute au club de gros calibre.
Et quand on voit que Montpellier est 14e, alors que Montpellier est censé faire la course quand même dans les premières places, hein, ils ont quand même un budget, ils ont une ambition, ils ont une équipe. Et là, cette année, vraiment, c'est la soupe à la grimace. Ils ont changé d'entraîneur, certes, mais qu'est-ce que ça peut changer pour vous? Est-ce que ce changement d'entraîneur peut modifier le jeu de Montpellier? Peut-être un peu, parce que j'ai trouvé que les attaquants de Montpellier sur le début de saison n'étaient pas forcément très très prolifiques. Savani, il a toujours un peu de mal à trouver ce coéquipier. Certains matchs ont été peut-être mal gérés. Il y a eu un match où ils ont reçu 2 cartons rouges avec Sakou qui avait été expulsé. Voilà. Donc peut-être un peu plus de rigueur. Non, je pense qu'il peut faire mieux Montpellier. Donc, mais est-ce que ça va être sur ce match-là? Ouais, ça, c'est pas dit. C'est l'adjoint Dalloglio qui a pris la place. Est-ce qu'il a des solutions? C'est ça la question. C'est ça. Mais en tout cas, il faudrait qu'il les trouve. Il va falloir qu'il les trouve. Et puis que s'il fait pas le match contre Clermont, il va perdre. De toute manière, Clermont, ils vont. De toute façon, Clermont, c'est une équipe qui joue tous ses matchs. Il lâche rien. Ils lâchent rien et puis ils font leur petit bonhomme de chemin, voilà. Et puis quand on pronostique toujours une défaite pour eux, ils sont là et ils s'en sortent bien. Hein. Moi, je pense que c'est l'empêcheur de tourner en rond de cette grille à chaque fois. À chaque fois, on se le tape, hein, c'est le match de Clermont. Et à chaque fois, on a des surprises. Donc, on verra pour les pronostics, mais ça s'annonce compliqué. Bon, on a fini avec les clubs français. On revient maintenant en Allemagne, enfin on va en Allemagne plutôt, où on retrouvera nos amis de Cologne, hein, qu'on a vu la semaine dernière, contre Fribourg. Fribourg, qui n'arrête pas de surprendre à nouveau. Hein. Fribourg qui fait partie de ces clubs qui ont surgi de nulle part, un peu comme l'Union de Berlin, et qui sont là à la table des plus grands, comme le Bayern ou autres. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Flavio? Comment expliquer que des clubs comme Fribourg ou l'Union de Berlin se mettent à briller tout d'un coup comme ça? Il y a au niveau du staff, il y a eu sûrement un travail qui a été fait en début de saison. Et comme les équipes qu'on a pu voir, hein, c'est-à-dire les équipes comme Clermont ou Lorient, on est très surpris de ce qu'ils font en début de saison. Mais je pense que Fribourg, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a eu une opération qui a été mise au niveau du staff en début de saison qui fait qu'aujourd'hui, ils arrivent à rivaliser, à être 3e aujourd'hui dans le championnat allemand, ce qui est très bien. C'est vrai que le championnat allemand il était un peu chamboulé cette année. On a des équipes qu'on n'avait pas l'habitude de voir devant qui jouent les premiers rôles. Je pense effectivement à l'Union de Berlin, Fribourg et d'autres. Après, Cologne en plus a joué, me semble-t-il, en Coupe d'Europe, si je ne raconte pas de bêtises. Donc ça va être peut-être un peu compliqué. En Azerbaïdjan, ils sont allés. Ils sont allés en Azerbaïdjan. Voilà. Et donc physiquement, ça va pas être facile. Ils sont en plus déjà, je pense, moins performants que Fribourg. Donc pour moi, voilà, match déséquilibré. Bon, écoutez les gars, on continue hein, dans le même ballon, comme on dit. Hein. Alors, match suivant, donc on est sur l'Espagne, d'accord? Alors donc, avec des matadors, Sociedad contre Valence, un programme bien alléchant en tout cas. Alors, on a d'un côté effectivement un Real Sociedad qui va de mieux en mieux. Enfin, ça va mieux. On va dire qu'ils sont quand même bien placés, 5e, c'est pas mal. Hein. Et puis on a un Valence 10e. Je crois que c'est Cavani qui est là-bas, notre ancien matador. Voilà. Et donc, que dire de ce match finalement qui s'annonce comme un match compliqué aussi à pronostiquer, Guillaume? L'avantage, je pense, à l'équipe à domicile, en sachant que Valence, c'est plus le Valence qu'on avait connu des années d'avant. Il y a eu beaucoup de départs, des difficultés économiques au sein du club. Et voilà, des joueurs clés, je pense à Dani Parekro, qui était le capitaine pendant des années, qui se retrouve chez le rival de Villarreal. Voilà, donc c'est un peu compliqué pour moi ces dernières années de manière générale pour Valence. Et la Real Sociedad, c'est une équipe qui est toujours aux portes des 4 premières places et c'est encore le cas cette année. Et je pense pas qu'ils perdront beaucoup de points face à des équipes comme Valence. Donc, pourtant, Valence, mon cher Fabio, a fait un brillant match contre Barça la semaine dernière. Ils se sont inclinés à la dernière seconde. Donc ça veut dire qu'ils ont quand même un potentiel. Oui, ils ont sûrement un potentiel. S'ils ont gagné contre le Barça, ils ont perdu, mais dans la dernière seconde. Oui, ok. Donc du coup, oui, ils ont sûrement un potentiel. Après, c'est vrai que, comme Guillaume disait, je le rejoins, ils ont eu quand même pas mal de départs par rapport à la crise économique. Pas seulement Valence a subi, mais le Barça aussi, notre équipe en Espagne, hein, par rapport à ce qu'on sait. Donc du coup, c'est une équipe qui se reconstruit, je pense, et qui va se reconstruire et qui font
avec, on va dire, qui font avec ce qu'ils ont pour l'instant, avec les joueurs qu'ils ont. Donc on verra bien comment... Moi je dis attention à la surprise parce que Sociedad, il leur manque beaucoup de joueurs. Ils ont un gros déficit à ce niveau-là. Je crois qu'il y a Sadi, Oyarzabal, Sola, Kubo qui sont absents, donc ça fait pas mal quand même. Ils sont en Coupe d'Europe, donc la fatigue, comme tu disais. Donc attention à ce match. On peut y voir une petite surprise. Donc on verra tout à l'heure pour les pronostics. Bon, on continue avec l'Espagne, toujours, où Betis Séville va jouer contre FC Séville. Donc la ville de Séville va se jouer elle-même. Alors, c'est la même ville, mais c'est pas les mêmes résultats. On a d'un côté un Betis Séville qui est pas mal, qui est 4e, qui s'est permis donc de battre quelques grosses têtes de série. Et puis un Séville qui, alors là c'est pas assez incompréhensible parce que moi j'ai connu Séville, c'est bien le Séville qui a gagné 6 fois l'Europa League et qui se retrouve 18e. Comment on peut expliquer ça? C'est vraiment incroyable. En plus, c'est des équipes qui, en début de saison, avaient exactement les mêmes ambitions, finir dans les 4 premiers. Aujourd'hui, je pense que FC Séville, ils ont changé un peu leurs ambitions. Et puis, je crois que ça s'est pas très bien passé en Ligue des Champions. Donc, Lopetegui a sauté. Encore un entraîneur qui a sauté. Ils ont pris un autre entraîneur incompétent qui était à Marseille. Il nous a quand même mis en deuxième du classement avant de partir. Bah bon, voilà, après, sa technique, c'est vous courez, les gars. Vous courez. Et surtout, vous courez. Ça me rappelle bien ça. Voilà, beaucoup d'énergie. Je sais pas, ça va prendre. Moi, je pense que ça va pas prendre avec une équipe comme ça qui est relativement expérimentée comme l'FC Séville. Et le Betis, ça joue depuis des années parce qu'ils ont un entraîneur extraordinaire qui est Pellegrini. Ils n'ont pas de grands absents notables, donc pour moi, ce sera un derby. Il y a Joachim qui est absent. Bon. Mais c'est vrai qu'Iglesias, c'est un sacré aussi. Ouais, non, il y a vraiment. Et puis il y a toujours notre ami Fekir qui est toujours là, Alex Moreno. Non, je pense que l'équipe d'Argentin, non, vraiment pas mal. Ils ont eu une petite baisse de régime il n'y a pas longtemps, et puis finalement la défaite contre l'Atlético 1-2, ça a été un petit peu une sorte de piqûre de rappel. Ouais. Et je pense que ça a donné un tonus. C'est vrai que je pense que le FC Séville, ça va être compliqué. Flavio, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Oui, je suis d'accord, complètement d'accord. Ça va être un peu compliqué pour eux. Puisque, bon, il y a quand même un grand écart entre les deux équipes. C'est la 10e. 4e contre le 18e. La 10e contre la 4e, il y a un grand écart. Donc, franchement, ça fera partie des matchs bof aussi. Et on peut le mettre dans les matchs bof. Donc, j'ai un match qu'on ne regardera pas forcément. Alors, après avoir été à Séville, pourquoi on ne dirait pas à Rome, tout simplement? C'était la journée des derbies. C'est la journée des derbies. Puisqu'on a l'AS Rome, la Roma, qui va jouer contre la Lazio de Rome. Alors là, ça sera un beau match. Ça va être chaud, là. Franchement, ça va être très, très chaud. Depuis le début de la rentrée, je crois que c'est la grille la plus difficile qu'on ait eue. Compliqué même. Il y a certains conseils, il faudra mettre des triples, à mon avis. Allez-y à fond. Encore un match très très chaud, des équipes qui sont au même stade en termes de classement, en termes de préparation, qui ont les mêmes ambitions en plus et qui se détestent. C'est clair. Voilà, ça va être difficile qu'ils jouent dans le même stade depuis des années. On connaît ces matchs-là, c'est des matchs où il peut tout se passer. L'arbitre aura son mot à dire probablement dans ce match. Donc, non, ça c'est popcorn le dimanche soir. Ce qu'on peut juste dire à nos amis parieurs, c'est que la AS Rome, ils ont enchaîné 3 victoires, coup sur coup. Il n'y a que Naples qui a réussi à les faire chuter, donc ça veut dire qu'ils sont quand même très solides. Mourinho, je crois qu'il a une équipe quand même maintenant assez vaillante. Alors évidemment, ils sont très loin de Naples, donc ils n'ont aucune chance pour le championnat, mais ils peuvent essayer d'intégrer le triple, la 3e place, pourquoi pas. Et puis il y a la Lazio. La Lazio, pareil. Qu'est-ce qu'on peut dire de la Lazio, Flavio? Parce que c'est une équipe qui a subi quand même pas mal de revers, mais qui est toujours 5e. Mais qui s'en sort. Voilà. Elle a sûrement subi pas mal de revers, comme tu dis, mais qui s'en sort, puisque aujourd'hui elle est 5e. Et elle va affronter la 4e, qui est la AS Roma. Donc ça va être en tout cas un beau match, un match serré. Un beau match, mais un match serré. Et je pense qu'ils peuvent s'en sortir contre l'AS Roma. Si aujourd'hui ils sont 5e, c'est qu'ils ont les capacités de gagner le match face à la Roma. Moi je pense que la Roma, ils ont encore un potentiel supérieur parce qu'ils ont des joueurs comme Dybala, Abraham, qui n'ont pas encore donné à mon avis leur maximum. Je ne sais pas ce que tu en penses, Guillaume. Oui, je pense effectivement que la Roma,
ça peut être très costaud, hein, effectivement. Pont, ils ont un petit avantage en termes d'équipe. Et en fait, je sais pas dans quel état sera la Lazio, parce qu'ils ont eu un match de Coupe d'Europe ce jeudi, et ils se retrouvent à être éliminés avec 8 points. Ils ont fini 3e avec 8 points, le 4e à 8 points, le 2e à 8 points et le 1er à 8 points. Donc c'est vraiment une élimination très très frustrante et très très dure à encaisser. Donc je sais pas dans quel état d'esprit ils seront pour ce match-là, même si ça reste un derby où ils vont quand même vouloir défendre chèrement leur peau. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la question. On a analysé nos 14 matchs de la grille. Donc je vous propose de faire une petite pause publicitaire avant de nous retrouver pour les paris, enfin les pronostics de nos consultants. À tout à l'heure. De retour pour la 3e partie de notre émission, et la plus importante, puisque c'est maintenant que nous allons vous donner nos pronostics, après ces analyses brillantes et savoureuses. Donc nous allons repartir sur la grille de ce week-end, donc dimanche, où nous avons pour mission de donner nos pronostics avant 9h55 pour gagner, pourquoi pas, 500 000 €, si nous sommes les brillants vainqueurs. Donc nous allons repartir sur notre premier match, le fameux Marseille-Lyon, sur lequel nous avons tant disserté tout à l'heure, pour savoir quelles sont les décisions de nos pronostiqueurs. Alors Guillaume, j'ai l'impression qu'on n'aura pas tous les mêmes pronostics sur ce match-là. Pour moi, ce sera le NL2 Marseille. Je pense que ça va être quand même compliqué. Pourquoi N2 ? Ça va être compliqué pour Marseille, je pense, psychologiquement. Gros match quand même. Gros match. Et puis j'aurais pu mettre un tri, mais j'ai mis sur un autre match. Mais ouais, match très disputé. Il y aura sûrement pas mal de buts. Donc voilà. Mais petit avantage à Lyon par la fraîcheur mentale pour moi. D'accord. Ah ben, c'est bien sûr ce match-là que moi je mets ma couverture totale. Hein, parce que franchement, ce match, il va être particulier. Il va être particulier du côté de Marseille parce qu'ils ont vécu quelque chose. Du coup, il y a quelques jours où ils vont, je pense, avoir du mal à s'en remettre, mais en même temps où ils auront leurs supporters derrière eux et ils ont des comptes à rendre du coup. Et en même temps, il y aura un Lyon qui viendra avec une détermination parce qu'en ce moment, ils sont en forme. Donc c'est vrai, je mets ma couverture totale sur ce match. Ok, eh ben moi, pareil, hein, je pense que, comme vous, que Lyon va arriver avec les crocs et qu'ils vont profiter justement de cette période où Marseille est un petit peu en difficulté psychologiquement et dans le jeu aussi, et que Tudor n'est pas forcément sûr d'être toujours là la semaine prochaine. Donc pour moi, effectivement, ce sera pareil, victoire de Lyon et éventuellement match nul de Marseille, si Marseille a du coffre. Match suivant, on va passer à Lille-Rennes, qui est effectivement un match assez compliqué aussi à pronostiquer. Hein. Donc Guillaume, pronostic ? Alors pour moi, ce sera l'une de mes grosses cotes, en tout cas pour ce pronostic. Je ne vois pas Rennes l'emporter du fait de l'enchaînement des matchs, donc ce sera le 1 et le N, victoire à domicile ou match nul pour Lille. Ben, je suis du même avis que Guillaume. Pour moi, ce sera Lille qui va remporter ce match, puisque vu les conditions physiques que les joueurs rennais vont subir par rapport à ce qu'ils ont fait pendant les dernières semaines. Les dernières semaines, je pense que voilà. Ok. Ben moi personnellement, je serais plutôt sur l'avis inverse, dans le sens que je pense que Rennes a véritablement trouvé un style de jeu qui, en même temps, qui me rappelle un peu Manchester City. Ils ne lâchent jamais rien. Ils sont toujours à l'affût de la moindre occasion. Et puis en plus, comme l'a dit Guillaume tout à l'heure, ils ont des joueurs très talentueux, un Terrier de feu. Donc je me dis que ça peut encore la faire et que Rennes puisse gagner ce match. Mais quand même, Lille, je préfère assurer avec un nul, n'est pas né dans la dernière pluie, donc ils peuvent réagir. Donc pour moi, c'est N et 2. Match suivant, toujours en France, hein, avec Toulouse-Monaco. Toujours ce problème entre deux équipes qui sont un petit peu inconstantes. Monaco d'un côté, on ne sait jamais trop où ils vont, et puis Toulouse... on ne sait pas non plus sur quel pied danser avec eux. Donc Guillaume, verdict ? Sur ce match-là, moi j'ai pas tenté le double, je suis allé directement victoire de Monaco. Et je pense que ça va se jouer à l'expérience, peut-être la petite expérience qui manquera à Toulouse, elle sera du côté de Monaco, ils l'emporteront. Fabio ? Moi j'ai mis le double sur ce match, donc ce sera le 1 et le 2. Pourquoi ? Pourquoi j'ai tenté le double sur ce match ? D'accord. Pas forcément d'explication. Eh ben moi pareil.
Moi, pareil, je pense que tout est possible sur ce match. Toulouse peut faire la surprise. Contre un Monaco, on ne sait pas s'ils vont être motivés ou pas. On ne sait pas s'ils vont en sortir le grand match ou pas. Ils peuvent vous mettre un 5-0 contre Toulouse, comme ils peuvent faire également une contre-performance. Donc, j'ai préféré assurer comme Flavio. Et je fais 1 et 2. Match suivant, on est toujours en France, Reims, le Champagne rémois contre les biscuits nantais. C'est quoi que c'est Lu qui est le biscuit nantais le plus connu. Ça donne faim, ça. Les petits Lus. Alors, mon cher Guillaume. Pour moi, ce sera mon match bof de la grille. Nantes qui risque d'être un peu fatigué. Reims, pas toujours très performant à domicile. Donc voilà, le match nul. N. Flavio. Moi, j'ai mis le 1, ce sera pour moi Reims qui sera favori dans ce match. Voilà. Donc le 1 pour Flavio, d'accord, pas de problème. Eh bien moi, ce sera comme Guillaume. Alors pourquoi ? Parce qu'effectivement, Nantes enchaîne les matchs. Et j'ai peur que physiquement, ça soit un peu beaucoup pour eux. Et contre Reims, qui est une équipe, comme je l'ai dit, très rugueuse, qui a réussi à faire du nul contre PSG et d'autres, ça peut aussi faire du nul là. Donc j'ai choisi le match nul, tout simplement. Ensuite, nous allons franchir les mers, puisque le match suivant... Ah non, c'est toujours Nice, c'est toujours la France, c'est toujours Nice contre Brest. Ah oui, Nice. Alors, on en a parlé tout à l'heure. Que devient notre Nice-Brest dans l'ardoise de Guillaume ? Alors attendez, j'ai un petit peu de retard, mais ça va être quand même avantage à domicile pour moi, le 1 ou le N. Donc victoire de Nice à domicile ou le match nul. D'accord. Pour moi, ce sera victoire de Nice à domicile, pour les Niçois. Ok. Eh bien pour moi aussi, parce qu'effectivement, je pense que maintenant, il faut plus traîner pour Nice. Le moment est venu de lancer la grande offensive. On l'a dit, ils ont un gros effectif, ils ont des joueurs quand même qui ont de talent. Et c'est vrai que Brest, on est désolé pour Brest, mais Brest cette année ne va pas montrer grand-chose. Et s'il y a 3 points à prendre, c'est bien là qu'il faut les prendre. Donc mon pronostic est le même, donc victoire de Nice. Voilà, donc nous allons maintenant, pour le coup, partir en Italie, retrouver nos amis de la Juventus qui jouent contre l'Inter de Milan. Donc un match, comme on l'a dit, assez compliqué, puisque c'est le 7e qui joue contre le 6e. Donc Guillaume. Pour moi, ce sera ma grosse cote. Enfin, j'ai parlé de grosse cote déjà tout à l'heure, mais celle-là est vraiment très grosse. C'est le match nul entre la Juve et l'Inter. Pour moi, c'est un match catenaccio. Les défenses vont prendre le pas sur les attaques. Pour moi, je suis pas du même avis. Pour moi, dans ce genre de match, il y a forcément pour moi un gagnant. Je me dis que dans ce genre de grande rencontre, ça peut pas se terminer dans un match nul. Donc pour moi, je fais confiance à l'Inter surtout. Donc voilà, je pense que je mets les 2. Bon, écoutez, pour ce coup-là, on n'est pas trop d'accord tous les 3. Moi, personnellement, d'ailleurs, je n'ai pas pris beaucoup de risques, je l'avoue, parce que je sais que Juventus est capable de tout, l'Inter aussi. Donc, puisque j'ai la possibilité de le faire, je mise sur l'un et sur l'autre. Je ne fais pas comme Guillaume le match nul, mais je sais que souvent, les grilles payent surtout sur des matchs nuls. Ouais, c'est exactement ça. J'ai tenté le coup, on va dire, et effectivement, si ça passe, c'est souvent très bien payé. Ça passe ou ça casse. Bon, on continue le périple. Donc, toujours en Angleterre, Tottenham-Liverpool. Donc, on en a parlé tout à l'heure aussi. Tottenham-Liverpool, c'est un match qui a ce qui vaut son pesant d'or, puisque Tottenham, on l'a vu, on sait qu'ils sont capables du bon comme du mauvais. Première mi-temps très nul contre Marseille, et puis deuxième mi-temps où ils ont complètement renversé la tendance. Et Liverpool, pareil, ils sont capables de tout. Donc Guillaume ? Pour moi, avantage à Liverpool parce que Tottenham arrivera à diminuer avec... alors c'est confirmé, Son sera absent pour ce match. Donc est-ce que Conte va pas mettre en place aussi un jeu très défensif et essayer de repartir, de garder un point chez lui, pourquoi pas, parce que je pense que Liverpool est intrinsèquement meilleur. Donc le N et le 2. Pour moi, ce sera le 1. Je pense que Tottenham, vis-à-vis de ce qu'ils ont montré face à Marseille, ils feront quand même un bon match. Donc ils sont dans une bonne lancée, on va dire. Donc pour moi, c'est le 1. Bon, là, pareil, moi j'ai pris ma garantie sécurité sociale. J'ai pris mon triple parce que je suis incapable de savoir ce qui va se passer dans ce match. Tottenham peut faire du très bon Tottenham, même si Son est absent. Et Liverpool peut faire du très bon Liverpool aussi. Et puis, ça peut terminer
par un nul. Donc, moi, j'ai choisi la couverture totale. C'est mon choix. C'est mon très grand choix. Continuons sur notre lancée avec un match encore un petit peu compliqué à pronostiquer. Aston Villa contre Manchester United. Alors là, comme on l'a dit, allez savoir. Ah, c'est un match démoniaque pour les Red Devils. Non, ils vont l'emporter selon moi. La maison commence à être rangée là, de plus en plus à Manchester et c'est une équipe qui, je pense, va finir fort cette saison. Le 2. Ben pour moi, ce sera le double. D'accord. Donc, ce sera le double. Parce que je pense que... Ah oui, désolé. Ce sera le double parce que je me dis que Manchester United, ils peuvent gagner, mais en même temps, ils sont quand même face à une équipe qui ne viendront pas pour perdre. Donc, je mets le double sur ce match. Ben moi, je suis un petit peu l'avis de Guillaume. Je pense effectivement que Man U est en train de retrouver des couleurs, de retrouver un style de jeu, de retrouver un football qu'on a l'habitude de voir chez eux et qui nous plaisait beaucoup à l'époque où Pogba et compagnie étaient à leur top niveau. Bon, j'assure avec un petit nul, mais c'est juste pour dire au cas où, parce que Aston Villa et surtout le championnat d'Angleterre, ils sont capables à chaque fois de renversement de situation invraisemblable. Donc pour ceux qui peuvent, il vaut mieux assurer un petit nul. Mais bon, c'est vrai que sur ce match, je pense que Man U a le pronostic favorable. Match suivant, toujours en Angleterre, Southampton-Newcastle. Bien voilà, un match avec un favori logique qui est effectivement Newcastle et puis Southampton qui, même si ça va un peu mieux ces jours-ci, n'est pas le foudre de guerre qui pourrait éventuellement créer trop de surprises, mais tout est possible. Alors moi personnellement j'ai déjà joué mes grosses cotes sur les deux autres matchs, donc celui-là je vais rester un peu plus réaliste et un peu plus cartésien et je mettrai la victoire de Newcastle. Eh ben, je suis un peu du même avis, je vais rester réaliste. Quand on voit l'écart qu'il y a entre les deux équipes au tableau et quand on voit surtout Newcastle en ce moment, ça paraîtrait un peu logique que ce soit Newcastle qui gagne ce match. Donc pour moi c'est le 2. Eh ben, on fait l'unanimité, puisque on est tous d'accord entre nous. Moi, j'ajouterais une chose, c'est que le retour de Saint-Maximin est encore un plus pour Newcastle, qui déjà avait un bon effectif et un jeu qui me plaisait beaucoup. Donc, pour le coup, on va rester sur notre première impression. Victoire de Newcastle. Continuons avec un match qui vient un petit peu... au milieu d'une part, Clermont-Montpellier, le super match des super matchs. On en a parlé, les deux équipes ont toutes les deux le même objectif. Clermont, c'est continuer à briller, à faire du Clermont, puisque jusqu'à présent, ils ont toujours très bien joué et résisté même aux plus gros pour maintenir la ligne de flottaison, comme dit le Sainté. Et Montpellier, qui essaye de grappiller point par point, parce que sinon, c'est la descente. Donc, Jérôme ? Comme tu disais, Clermont va faire du Clermont tout simplement et Montpellier va faire du Montpellier, donc ce sera une victoire à domicile de Clermont pour moi. Pour moi, ce sera le double. Donc, pour moi, c'est le match bof de cette grille. Donc, pour moi, ce sera le double. C'est le match bof. Vraiment. Alors, moi, personnellement, quand je parle de match bof, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pour dire qu'il y a 0. On ne s'est pas trop trompé la dernière fois. La dernière fois, on avait raison. On avait raison. Donc, on va rester sur notre... Moi, je vais rester sur mon avis premier. C'est qu'un match bof finit toujours par un match nul. Et je pense que ce match-là ne mérite pas mieux qu'un match nul. Donc, je reste fidèle à ma tradition. Je suis sur le nul. Eh bien, nous allons partir cette fois-ci en Allemagne. Alors là, évidemment, Fribourg-Cologne, on en a parlé. De l'eau trouble pour Cologne et Fribourg qui surfe sur les succès, qui nous montre que plus que jamais, ils ont un rôle à jouer dans cette Bundesliga cette année. Donc, messieurs, faites vos jeux. Alors moi, comme je disais, j'ai déjà joué les grosses cotes en début de grille. Donc voilà, j'ai joué le pari sûr, donc la victoire à domicile de Fribourg. C'est ça, pour moi ce sera le 1 aussi, pour moi Fribourg, 3e du classement, ils font un super championnat, de super choses en championnat en ce moment, donc pour moi il n'y a pas de raison que Fribourg ne gagne pas ce match.
Oui, messieurs, je vais vous suivre, hein, sans trop me poser de questions, parce que c'est vrai que Fribourg, aujourd'hui, nous a prouvé qu'ils étaient vraiment au top niveau, enfin à leur niveau, capables de gagner des équipes comme Cologne. Et Cologne, malheureusement, il continuera en eau trouble, hein, je pense, jusqu'à ce qu'ils puissent, j'espère, se retrouver un petit peu avec une équipe plus performante. Mais pour l'instant, Fribourg à la cote. Donc, Fribourg, vainqueur. Prochain match. Real Sociedad contre Valence. Alors, je parle pas espagnol, mais qui est-ce qui va piquer qui? Le Matador aura-t-il raison du taureau? C'est une bonne question. Pour moi, les Basques ont un avantage du fait de leur qualité, tout simplement, footballistique. Donc, ce sera le 1 pour moi, tout simplement. Et pour moi, ce sera le double. Encore? Oui, pour moi, ce sera le double. Hein. Donc, je m'attends pas... Franchement, j'attends pas plus que ça dans ce match. Donc, pour moi, ce sera le double. Voilà. Alors moi, j'ai dit tout à l'heure que Real Sociedad, c'était un club qui était assez ambitieux. Et Valence, le problème de Valence, c'est que justement, ils ont un petit problème d'effectif. Donc je vais proposer le 1, parce que pour moi, Real Sociedad joue à domicile. Donc, ils jouent très très bien à domicile en général, donc je privilégie Real Sociedad. Avant-dernier match de la grille, donc on est à Séville, donc de derby sévillien ou sévillois, comme on dit. Sévillan, monsieur. Sévillan, voilà, Sévillan. Oui. Betis Séville contre Séville FC. Alors, mon cher Guillaume. Encore un match super difficile, honnêtement. Alors, l'avantage est au Betis Séville, mais ça reste un derby pour moi. Et j'ai envisagé un match nul de la part du FC Séville, en espérant qu'il soit payant, le 1 et le N, le double. Eh bien, on est du même avis. Incroyable. On est du même avis, donc pour moi, ce sera le 1 et le N aussi. Eh bien moi, je pars du principe que Betis Séville aujourd'hui a des meilleures cartouches que Séville FC. On a parlé de Fekir, on a parlé de tous les autres. De ce que nous a montré Betis Séville cette année, je pense qu'ils sont capables largement d'aller de battre Séville chez eux. Donc, Séville FC plutôt. Donc Betis pour moi, vainqueur sec. Dernier match de la grille, donc c'est les Romains, qui vont s'affronter entre eux, entre l'AS Rome de Mourinho, gladiateur, comment on appelle les chefs légionnaires, Centurion. Centurion romain. Ouais, j'ai vu ça dans Astérix Obélix, voilà, effectivement, ça me revient. Donc c'est le derby entre Romulus et Rémus, derby de Rome. Exactement. Dans l'arène, les gladiateurs vont s'affronter. Et ceux qui mourront te saluent bien. Oh, superbe. Bon, moi, ce sera la couverture totale. J'ai gardé pour ce match-là. Alors, attention, il y a quand même un Olympico, un derby d'Italie, un derby de Séville. Vraiment pas évident, cette grille-là. Savoir où est-ce qu'on va mettre le triple. Moi, j'ai décidé sur Rome, mais n'hésitez pas à mettre plusieurs triples compte tenu de la difficulté de la grille. Si on peut. Si on peut, avec les moyens qu'on a, évidemment. Si c'est ça. Donc, pour moi, ce sera le 2. Je fais confiance au Lazio. De toute manière, dans ce genre de match, comme je dis, il y a forcément un gagnant. Donc, pour moi, ça restera le 2. Donc, pour moi, j'ai fait confiance à la Lazio. Ben moi, je reste fidèle. Pour moi, un derby, c'est toujours chaud, très très chaud. Et je pense que ce match-là ne finira pas par une victoire de l'un ou de l'autre. Ce sera un match nul. Donc voilà, c'est mon pronostic. AS Rome, Lazio de Rome. Tous les deux ensemble. Voilà. Eh bien, écoutez, mes amis, je pense que nous avons fait le tour. J'espère que nous avons éclairé pour espérer remporter cette cagnotte de 500 000 €. Ça fait toujours du bien, on va dire, surtout par les temps qui courent. Et donc, si on a été un peu des conseillers pour vous, on est heureux. On va vous faire le récapitulatif de cette grille pour que tout soit clair, la synthèse de la grille, de la feuille de match. Alors, on repart. Donc, Marseille-Lyon, la synthèse nous dit nul et 2. Donc, Lille-Rennes, N et 2. Toulouse-Monaco, 2. Reims-Nantes, N. Nice-Brest, 1. Juventus de Turin, N et 2. Contre Inter de Milan.
Tottenham-Liverpool, N et 2. Aston Villa-Man U, N et 2. Southampton-Newcastle, 2. Clermont-Montpellier, 1. Fribourg-Cologne, 2. Real Sociedad-Valence FC, 1. Betis-Séville, Séville FC, 1. Et AS Rome-Lazio de Rome, le triple, 1, N2. Je vous laisse encore regarder la grille de synthèse, qui n'est pas facile cette semaine, mais qui peut rapporter gros. Voilà, eh bien écoutez, on a fait un petit peu de tour de la question. Je pense qu'on a eu une semaine très complète en football, très originale aussi, parce que ce qui s'est passé n'est pas banal. J'espère que vous avez tous apprécié. Bientôt la Coupe du Monde, donc on va passer encore à une autre dimension. Cette semaine, nous avons été heureux de vous retrouver à nouveau. Mon ami Flavio, mon ami Guillaume. Je voulais faire un petit coucou d'ailleurs à ceux qui sont absents. Je pense à Ronny, notamment Pascal. Et Rudy aussi, on pense à lui. Et puis un petit coucou à mon cousin aussi, Eddie, si tu nous regardes. Salutations à toi. Voilà. Et nous vous rappelons, mon cher Guillaume, qu'il y a aussi la possibilité de nous retrouver, comme chaque semaine, sur l'application. Oui, alors l'application feuille de match, vous pouvez retrouver les pronostics de Patrice, de moi-même aussi de Pascal. Et je rappelle aussi qu'il y a l'émission qui est disponible donc, sur la chaîne YouTube où vous retrouvez les émissions qui sont passées aussi. Si vous avez besoin de retrouver certaines analyses de l'époque, voilà, n'hésitez pas. Alors, juste une dernière chose, on a recommencé, on continue notre petit jeu, le jeu des pronostiqueurs. On va tirer un match au sort parmi tous les matchs de la grille. Mon cher Flavio, c'est à vous l'honneur de choisir le match que nous allons pronostiquer pour la semaine prochaine. Quel est-il? Du coup, on tombe sur Fribourg-Cologne. Eh bien voilà. Donc nous devons, c'est ça la règle, indiquer notre choix. Nous allons garder notre choix caché jusqu'à la semaine prochaine, avec le score bien sûr qui va avec, et nous verrons qui sera vainqueur. Voilà. Eh bien, c'est sur ce jeu des pronostiqueurs que nous clôturons notre émission, en espérant que vous avez passé un bon moment avec nous, et on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour la feuille de match. À bientôt.